Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons souhaité aborder avec vous une thématique de fond que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aborder ensemble sur cette chaîne. Bien que notre sujet soit tout à fait directement lié au monde magique et à la vie de Harry Potter, cette vidéo en fait trouve sa source dans des faits dont nous avons été témoins et qui nous ont permis de mieux comprendre et peut-être de réaliser que J.K. Rowling avait traité dans ses œuvres Harry Potter d'une thématique sociétale bien moldue, mais qu'on a mis peut-être un petit peu de temps à comprendre puisque en France elle fonctionne un peu d'une autre manière. Récemment, vous le savez, nous avons eu l'occasion de nous rendre à Liverpool à l'occasion du Comic-Con britannique afin de rencontrer Helena Bonham Carter qui participait à sa première convention pour faire des photos et faire dédicacer un certain nombre de nos objets. Outre le plaisir que nous avons eu à participer à cet événement et le partage de quelques très brefs instants avec une actrice absolument hors norme que nous apprécions bien au-delà d'ailleurs de ses rôles dans Harry Potter, c'est bien en fait à l'extérieur de la convention que nous avons eu l'occasion de pousser un peu plus loin nos réflexions sur une des thématiques abordées par J.K. Rowling, en fait des Harry Potter à l'école des sorciers et qui va se poursuivre un petit peu tout au long de son activité. Nous avions pris un hôtel situé en plein centre de la ville qui nous a permis le soir de parcourir cette ville britannique que nous n'avions pas encore eu l'occasion de découvrir et dont on sait que l'histoire relativement contemporaine, notamment autour des Beatles, c'est quand même assez chargé et que il y a quand même un patrimoine très particulier à Liverpool qui est quand même intéressant. Alors, pour bien que vous compreniez où l'on veut en venir, on a pu observer à plusieurs reprises, on est resté à peu près 2 jours sur Liverpool, en allant se balader un peu aussi dans la campagne et tout, parce que parfois les franciliens que nous sommes avons besoin, vous savez, de nous reconnecter à la nature et de nous reconnecter à des choses un peu plus vertes et un peu plus normales que ce que l'on peut voir tout le temps en région parisienne. Et on a eu quand même pas mal l'occasion de se balader. Et ce qui nous a beaucoup marqué et qui est en fait un phénomène qui est beaucoup plus visible que ce qu'on en a pu voir ailleurs en Grande-Bretagne. On est déjà allé dans pas mal de villes en Grande-Bretagne, que ce soit Londres, que ce soit Carlisle. Enfin, on en a fait tout un tas quand même. On est beaucoup allé en Écosse. Mais là, ça nous a beaucoup plus marqué qu'ailleurs. En fait, c'est le fait d'avoir observé des groupes de très jeunes adolescents et de très jeunes adolescentes. Mais quand on dit très jeunes, c'est-à-dire qu'on est sur la barre de gamins qui ont entre 12 et 15 ans et qui sont dans les rues, tout seuls, à plus de 22 heures le soir, sans aucune raison particulière et surtout sans aucun accompagnement parental ou de personnes plus âgées qu'eux. Et alors, pour bien encore une fois que vous saisissiez un petit peu le sujet, c'est qu'il s'agissait de groupes à chaque fois d'une dizaine d'enfants, soit garçons, soit filles, il y avait très peu de mixité, et dont les intentions semblaient quand même, on va se le dire entre nous, relativement peu louables. Alors, on parle de jeunes adolescents qui avaient entre 11 et 15 ans grand maximum. Les jeunes garçons arboraient tous une tenue relativement similaire, c'est-à-dire le visage quasiment dissimulé, sous des cagoules, dans des espèces d'écharpes de sportifs, assez dissimulé. Et les jeunes filles, quant à elles, sans vouloir tomber dans un espèce de puritanisme sans aucun sens, étaient vêtues de manière extraordinairement courte et relevant en fait d'une hypersexualisation qui est relativement incompatible, totalement incompatible même avec un âge beaucoup trop jeune, puisque là on parlait vraiment de toutes jeunes adolescentes, voire de pré-ados. Encore une fois, nous n'avons absolument pas l'intention de nous positionner sur la taille des vêtements, sur le maquillage, sur les goûts vestimentaires des uns des autres, mais ce qui nous a interpellés en fait, c'est surtout le lien que nous pouvions établir vis-à-vis d'un certain nombre d'écrits de J.K. Rowling, notamment dans Harry Potter, mais pas seulement. On sait en fait que J.K. Rowling a fait de l'enfance un de ses sujets centraux dans ses œuvres. L'enfance, c'est vraiment un phénomène tout à fait central et dont l'influence est immense sur tout le reste en fait d'un parcours de vie. C'est vraiment quelque chose qu'elle a apporté, vous le savez, on vous en parle de manière assez régulière et même quand on aborde des personnages du Wizarding World, on essaye toujours, quand c'est possible et quand ça a été suffisamment documenté, de vous faire des points sur l'enfance de tel ou tel personnage parce qu'on sait que c'est là où beaucoup de choses en fait commencent à se décider. Et on avait donc déjà
abordé vraiment l'importance de cette partie de la vie dans de très nombreuses vidéos, et on avait également pu souligner un petit peu son importance dans d'autres livres de notre auteur favorite, comme c'est le cas par exemple d'Une place à prendre, où là aussi elle traite entre guillemets de ce phénomène un petit peu de jeunesse on va dire groupé de jeunesse perdue. Enfin, c'était quelque chose d'assez passionnant. Si vous n'avez pas lu ce livre qui est sorti en fait dans la droite ligne des livres Harry Potter, vraiment on vous le recommande parce que c'est une analyse sociologique et sociale de la Grande-Bretagne qui est absolument fascinante. Mais voilà, pour nous c'est vrai que ça a été un élément assez marquant. Et aujourd'hui, tout en restant pleinement connecté à l'univers de Harry Potter, nous avons voulu en fait aborder la question de la violence sociale, notamment chez les jeunes, et surtout en fait au travers du prisme, vous vous en doutez, de Dudley Dursley et de sa bande de brutes en fait qui l'accompagne un peu partout. Alors, on a traditionnellement l'impression que la violence chez les jeunes a tendance à se développer dans les milieux sociaux défavorisés, et voire très défavorisés, et qui sont exposés généralement à une très grande précarité sociale, économique, financière et donc nécessairement ensuite culturelle, et voilà, qu'on est globalement un petit peu dans cet ordre d'idées. C'est toujours un peu l'idée. Alors, bien évidemment, on ne peut pas totalement exclure cette dimension bien réelle dans les statistiques de, effectivement, la précarité et du fait que les phénomènes économiques qui touchent une famille peuvent toucher les jeunes, ça c'est sûr. Mais là, en l'occurrence, si on l'applique aux écrits de J.K. Rowling, on ne peut absolument pas l'appliquer à Dudley Dursley, ni à aucun membre en fait de la famille Dudley. Naturellement, les Dursley ne sont pas privilégiés, ils appartiennent, on le sait, pleinement à la classe moyenne, qui vit dans une petite banlieue relativement proprette et dont le fils fréquente des établissements scolaires privés et donc très coûteux pour lesquels, évidemment, les Dursley sont prêts à tous les sacrifices. On sait que le caractère de Dudley a toujours été un caractère extrêmement particulier, voire même inquiétant, mais on ne peut aucunement le recoller à une quelconque forme de précarité sociale, financière ou familiale pour expliquer, on va dire, pourquoi Dudley est-il devenu, entre guillemets, aussi méchant. Dans le cas de Dudley, on comprend évidemment que le souci, c'est surtout un souci purement éducatif et lié à une incapacité crasse de la part de Vernon et de Pétunia d'éduquer correctement un enfant considéré comme étant un enfant roi et à qui tout est dû et à qui tout est permis. Dans une précédente vidéo, on avait abordé la question du harcèlement scolaire dans Harry Potter. Vous direz à raison que les deux sujets sont liés et effectivement c'est en partie vrai. Cependant, il faut se replonger en fait dans le contexte de l'époque où la problématique du harcèlement scolaire s'arrêtait quand même généralement à l'école. Puisque aujourd'hui, les choses, vous le savez, sont différentes, puisque le harcèlement scolaire ne prend plus fin, entre guillemets, à la porte de l'école ou à la porte du club sportif, dans la mesure où aujourd'hui les enfants sont très connectés avec les réseaux sociaux, avec les téléphones portables, et que donc au final on est sur une logique de harcèlement scolaire qui est complètement en dehors même de tout périmètre, et c'est d'ailleurs ce qui permet à l'éducation nationale de gentiment se mettre de côté, de dire ah oui mais non on n'est pas responsable, c'est pas de notre faute, ça se passe en dehors de l'école. Bref, vous connaissez notre discours sur le sujet, on ne va pas y revenir. Mais pour être assez honnête, on voit finalement aujourd'hui qu'il y a quand même une différence entre la violence sociale d'un côté et la violence en termes de harcèlement scolaire quand on se remet dans le contexte de l'époque, et c'est des logiques qui sont un peu différentes. Dudley Dursley et sa bande n'ont d'autre en fait objectif que de brutaliser les autres, comme s'il s'agissait en fait d'une sorte, on va dire, d'accession à un statut social. La brutalité et la violence sont exercées pour s'assurer une place sociale, plus en fait que toute autre chose quelque part. Il s'agit surtout de brutaliser en fait quasi uniquement pour le bon plaisir du violenteur en fait. C'est un truc qui est assez extraordinaire à observer. Pour nous, il semble tout à fait pertinent de nous interroger sur ce phénomène, d'ailleurs, au-delà de la dimension restrictive de la personnalité intrinsèque qui est celle de Dudley, mais qui mériterait d'ailleurs qu'on s'y attarde dans une vidéo spécifiquement dédiée, ce qui viendra bien un jour ou l'autre. Mais ce qui nous intéresse, c'est de nous pencher en fait sur ce phénomène un peu collectif qui semble être au cœur des écrits de J.K. Rowling, à la fois dans Harry Potter, mais aussi au-delà. Et on sait par exemple que dans les Cormorant Strike, on peut également retrouver certaines pistes sur ce sujet-là. Donc, tout d'abord, il faut bien prendre en considération que ce phénomène de bande n'est pas directement relié à une situation sociale que l'on pourrait placer, en tout cas une relation sociale,
que l'on pourrait placer sous le signe de l'amitié. C'est-à-dire que ces bandes-là ne sont pas des bandes, entre guillemets, qui fonctionnent sur un principe d'amitié, c'est vraiment sur un principe de clan, avec quelqu'un qui dirige, on est vraiment dans la logique de la meute, c'est-à-dire quelqu'un de très alpha, et puis derrière, évidemment, des gens qui sont souvent très suiveurs. Alors, on sait d'ailleurs que Dudley n'a pas de vrais amis, il s'en plaindra même lors de l'un de ses anniversaires où il n'aura aucun présent de la part de ceux qu'il considère comme étant ses amis, ce qui déjà, entre guillemets, nous donne une petite idée de la conception que le garçon peut avoir de ce qu'est et de ce que représente en réalité l'amitié à ses yeux, ce qui en soi est déjà intéressant, c'est-à-dire une amitié uniquement à sens unique et tout lui doit être absolument dévolu sans pour autant que ce ne soit justifié ni effectivement qu'il y ait une quelconque réciprocité. On sait d'ailleurs que Dudley ne manquera jamais de faire remarquer à Harry Potter que lui non plus n'a pas reçu de cadeau, que lui non plus n'a pas reçu certaines années de courrier, car Harry serait supposé effectivement ne pas avoir d'amis. Mais c'est surtout à l'adolescence en fait que nous allons très rapidement assister à une certaine forme de radicalisation de la violence qu'il exerçait en fait auparavant dans un cercle qui était familial, qu'il exerçait peut-être effectivement dans le cadre scolaire, mais qui s'est désormais déporté en dehors à la fois du cadre scolaire et du cadre familial. Alors, on peut cependant reconnaître effectivement qu'il est tout à fait possible, même hautement probable, que cette violence se soit exercée dans le cadre plus sanctuarisé effectivement des institutions scolaires, puisqu'on sait qu'il avait déjà des comportements avec certains de ses amis au sein de l'école qui étaient un peu particuliers. Mais nous manquons cependant quand même d'une base documentaire suffisamment pointue sur ce sujet-là pour qu'on puisse l'aborder véritablement. Alors, on sait que lorsque l'on retrouve Dudley dans les événements estivaux qui séparent les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu de ceux de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, durant l'année scolaire, on s'aperçoit quand même que du niveau de Dudley, il y a eu probablement une volonté consciente ou inconsciente de canaliser ou tenter de canaliser la violence intrinsèque au personnage. On sait que ses parents, à moins qu'il ne s'agisse d'ailleurs d'une démarche personnelle mais à laquelle on croit assez peu, l'ont inscrit à la boxe. Ce qui en soi semble être une pas trop mauvaise idée, on va dire, sur le papier, puisque c'est vrai que la boxe peut avoir comme capacité effectivement de canaliser un certain nombre d'énergies. Alors on peut imaginer que le but éventuellement c'est de gérer la violence et donc de la discipliner pour ensuite la canaliser et donc rajouter un certain nombre aussi de technicité pour on va dire contrôler un petit peu ses pulsions. Mais le problème en fait c'est que Dudley n'a absolument pas cette perception des événements et pas cette perception en fait de la pratique de ce noble sport quand même qui existe maintenant depuis des siècles. Bien au contraire, il va percevoir en fait la pratique de cette activité sportive comme une manière supplémentaire de renforcer sa prédominance sur les plus jeunes enfants, ce qui est quand même là assez inquiétant d'un point de vue psychiatrique. On passe dès lors à un stade beaucoup plus violent de la violence qui transite en fait vers de l'ultra-violence. Et alors qu'on est déjà dans une situation où le garçon était quand même un peu dérangé, on s'aperçoit que finalement on débouche sur un Dudley Dursley dont on savait qu'il avait toujours été une brute, qui a toujours terrorisé à peu près tout le monde, mais que depuis en fait la pratique de ce sport, le fils Dursley a pris certes beaucoup de masse musculaire, mais a aussi nécessairement, on va dire, acquérir une meilleure connaissance technique de la manière d'exercer sa violence. Et donc il excelle tellement dans la pratique de ce sport qu'il réussira même à devenir en fait le lauréat du championnat de son école. Et c'est donc autour en fait de ce champion qu'un véritable gang va commencer à se structurer autour de lui et va se livrer à de nombreuses exactions contre les biens du domaine public, mais aussi contre d'autres jeunes, se livrant ainsi en fait à de véritables pratiques de raquettes particulièrement violentes et qui sont d'ailleurs dénoncées dans l'œuvre. Et c'est ce point bien particulier en fait qui nous intéresse car comme souvent J.K. Rowling met le doigt sur une problématique bien réelle, sur une problématique sociale bien concrète qui est particulièrement préoccupante. Et le propre de Harry Potter, c'est de nous emmener, vous le savez, dans un univers magique, assez éloigné, quoique des préoccupations du monde réel, mais dans cette rare incursion en fait dans le monde des Moldus, qui ne dure généralement que quelques chapitres, J.K. Rowling vise parfaitement le vrai sujet qui concerne en fait ce phénomène que nous pouvons par exemple observer de manière directe ou indirecte lors de notre passage en fait à Liverpool.
J.K. Rowling en fait ne dit pas clairement quelles sont en fait les causes directes ou indirectes de la on va dire, de la construction interne des gangs et des raisons qui conduisent en fait à cette apparition et à l'opposition aussi qu'il peut avoir entre différents gangs. On sait qu'il y a des histoires de guerres de territoire, des guerres de trafic, des guerres entre guillemets intestines, des guerres familiales aussi qui peuvent se transformer. Enfin, il y a tout un truc, mais là où c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est que contrairement à une vision qui est très largement répandue en France dans les sciences sociales, dans les études sociales, c'est qu'on ne peut pas dire véritablement, par exemple, que Dudley Dursley soit dans une situation d'exclusion. Bien au contraire, c'est un enfant roi et un enfant qui a toujours eu tout ce qu'il voulait. Nous, en France, c'est vrai que généralement, quand on a des violences, on dit « Ah bah oui, mais regardez, les pauvres, c'est parce qu'ils sont exclus. » Alors, c'est vrai que l'exclusion, effectivement, en France existe, mais l'exclusion, elle existe partout. Enfin, quand vous grandissez, comme ça a été mon cas, dans un petit village où vous n'avez pas la moindre grande ville à 70 km et où vous n'avez aucune infrastructure autour, ça vous donne pas envie de tout brûler pour autant. Mais là, en fait, si vous voulez, en Angleterre, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que oui, on peut prendre en compte le contexte de précarisation sociale, mais on ne peut pas non plus faire comme si ce n'était que le sujet. Et là, en l'occurrence, sur un personnage comme Dudley Dursley, qui appartient à la classe moyenne, certes, mais qui a eu toujours tout ce qu'il voulait, on est là largement dans la déconnade et c'est assez intéressant. Alors, on peut reconnaître effectivement que Dudley ne bénéficie pas nécessairement d'un encadrement familial, disons-le, optimal. Vernon Dursley travaille beaucoup pour, on va dire, faire revenir les revenus du foyer et Pétunia Dursley, on le sait, c'est pas du tout encadrer son fils et lui laisse en fait tout passer. Et donc, sans encadrement familial, il faut bien reconnaître que n'importe quel jeune, n'importe quel enfant peut se retrouver à porter de mauvaises influences qui vont devenir, on va dire, de plus en plus présentes dans la vie de l'enfant ou du jeune enfant et déboucher sur des comportements qui sont inappropriés. Il est vrai, alors que ce n'est pas le cas de Dudley. On va se le dire assez honnêtement, il semble totalement anormal pour nous de voir des jeunes de bonne famille dehors à plus de 23 heures quand ils ont entre 12 et 15 ans, voire plus jeunes. On sait que Dudley sème la terreur dans son quartier, sans que rien ne semble d'ailleurs pouvoir l'arrêter, que personne ne semble d'ailleurs même s'en préoccuper ou même n'essaye de faire quoi que ce soit. On est sur une logique de fait social qui semble être très difficile à endiguer puisque au final, ça a l'air d'être plutôt, on va dire, accepté. J.K. Rowling semble de manière assez évidente mettre la responsabilité de ces événements sur les parents. On ne sait pas jusqu'où a pu aller d'ailleurs vraiment Dudley en termes de violence, mais on peut certainement, on va dire, dégager une certaine forme de responsabilité de la part des parents. Et il faut reconnaître qu'il ne peut pas porter d'ailleurs, ce pauvre Dudley, toute la responsabilité sur ses épaules. Et c'est d'ailleurs paradoxalement Albus Dumbledore qui va accorder, on va dire, une certaine forme de rédemption à Dudley lorsque ce dernier va rendre visite aux Dursley après les événements survenus au ministère de la Magie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui a acté donc le retour officiel de Lord Voldemort. Et dans une conversation qui est tout aussi absolument passionnante que lunaire entre Dumbledore et les Dursley, et qui mériterait d'ailleurs presque qu'on fasse une vidéo sur le sujet en tant que tel, on sait que le directeur de Poudlard va éprouver et montrer une certaine forme de pitié pour l'unique enfant de Pétunia et de Vernon Dursley. Dumbledore va en effet reprocher aux Dursley les mauvais traitements qu'ils ont réservés pendant les 15 dernières années à Harry Potter, mais il va cependant donner un bon point, entre guillemets, pour les Dursley, en remarquant qu'ils auront au moins eu le bon sens, entre guillemets, de ne pas soumettre Harry aux dommages épouvantables qu'ils ont infligés à Dudley Dursley. Dumbledore ne s'adresse pas directement évidemment à Dudley, mais bel et bien aux parents, ce qui entre nous ne manque franchement pas de sens et est quand même quelque chose d'assez logique. Et en réalité, on voit très bien que même Dudley ne tentera en fait même pas de remettre en cause cette logique développée par Dumbledore. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses parents, mais ça veut bien dire qu'à un moment donné, il identifie que dans la chaîne de responsabilité parentale, il y a quand même eu un sujet à un moment ou à un autre qui a existé et dont il fallait parler. Et donc il est tout à fait possible effectivement qu'il reconnaisse une part de vrai dans la déclaration de Dumbledore, même si on peut mettre son silence sur le coup de la peur, sur tout un tas d'autres choses. Alors, ceci dit, pour être tout à fait honnête, on pourrait quand même rappeler que entre les événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix et ceux du Prince de Sang-Mêlé, il y a déjà eu des transformations physiques et psychiques dans la logique qui est celle de Dudley. D'abord, il faut savoir évidemment que la rencontre avec les détraqueurs à Little Winning a déjà changé
beaucoup de choses. Parce que, évidemment, Dudley a eu très peur et ça lui a peut-être fait, on va dire, remarquer quelques petits trucs qui n'allaient pas. Ensuite, il y a eu cette conversation avec Dumbledore qui a évidemment beaucoup compté. Et puis, il y aura cette fuite durant la Seconde Guerre du monde des sorciers qui va provoquer évidemment des changements et des bouleversements assez importants chez Dudley Dursley sans que ce soit non plus révolutionnaire, mais qui vont lui permettre en fait de sortir un petit peu du cycle de la violence dans lequel il s'était inscrit depuis tant d'années. Et J.K. Rowling a traité en fait ce sujet avec beaucoup de réalisme en réalité, comme elle le fait d'habitude, et avec une approche qui renvoie comme très très souvent à l'enfance et à l'importance en fait d'une part de l'éducation, mais aussi et surtout de l'implication pleine et entière en fait des parents auprès des enfants. Et quand on parle d'abandon, quand on parle de mauvaise éducation, quand on parle de laisser-aller complet et total, on voit bien les ravages en fait que cela peut causer sur l'évolution psychologique et psychique des enfants et notamment de jeunes enfants et sur les conséquences qui sont ressenties tant par les enfants que par la société tout entière. Là est le problème d'ailleurs avec ces gangs, c'est qu'effectivement c'est toujours en fait la société qui va finir par payer et les jeunes ont ensuite tendance en fait à plonger dans la précarité ou alors à rentrer dans un schéma de délinquance qui est très perturbant et qui est très très destructeur pour leur avenir parce qu'en réalité quand vous voyez ces tout jeunes enfants, parce qu'on ne peut même pas parfois parler d'adolescents mais vraiment d'enfants, vous vous dites mais quel est l'avenir en fait qu'ils vont réussir à se dessiner alors que vraisemblablement aucune structure sociale, qu'elle soit publique, qu'elle soit éducationnelle, qu'elle soit familiale ou même culturelle, ne réussit en fait à les faire rentrer dans un moule. Et ça, c'est un peu la complexité, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a une vision un peu étonnante à observer le fonctionnement de ces groupes, y compris le fonctionnement du leader. Enfin, nous, ça a été vraiment quelque chose, voilà, on s'est livré à une petite expérience sociologique en dégustant un McDo qui était probablement le meilleur McDo qu'on ait jamais mangé au monde, pardon pour cet intermède, mais voilà, à 22h, il n'y avait plus grand-chose d'ouvert à Liverpool et... on va pas se le cacher, hein, le McDo du réconfort, c'est important. Et là, on a mangé probablement le meilleur McDo de toute notre vie. Enfin, c'était assez impressionnant. Les frites étaient absolument délicieuses. Bref. Mais pour en revenir à notre sujet, en fait, J.K. Rowling tranche de manière assez substantielle avec toutes les théories sociales selon lesquelles la violence ne serait engendrée que par la précarité et que par un sentiment d'exclusion qui serait plus ou moins réel ou plus ou moins perçu. La clé d'analyse en fait qu'elle propose, qui est cette clé d'analyse très pertinente sur le fait que effectivement quand il y a un désengagement dans l'éducation de la part des parents, de la part de tout le système, on arrive effectivement sur une dimension de violence qui se développe. Et la violence chez les jeunes moldus est en effet bien existante. Dudley, elle en est la preuve incarnée. Le manque d'autorité parentale, le manque d'encadrement fait qu'en réalité ces jeunes sont totalement abandonnés, délaissés à eux-mêmes et se retrouvent finalement sans aucun repère ou alors en perte complète de ces derniers. Et là, c'est vraiment pour nous un des sujets, on va dire, principaux, un des problèmes principaux de la jeunesse. Alors, c'était le cas il y a 20 ans, c'est encore aujourd'hui davantage le cas. On pourrait disserter pendant des heures sur pourquoi Dudley s'est transformé en une espèce de brute épaisse sans aucune norme morale, ou presque. C'est un sujet qui serait très intéressant. Alors, bien entendu, encore une fois, la responsabilité morale des parents, elle est absolument monstrueuse, mais en fait, les maux de cette jeunesse, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, c'est surtout qu'il n'y a plus rien de merveilleux dans un monde où la consommation de masse est érigée en nouveau maître de la pensée. Et ça, si vous voulez, c'est un sujet qui est quand même central, et donc il faut qu'on parle, parce que on vous l'a dit déjà dans un certain nombre de vidéos, que notre monde manquait de manière extraordinairement cruelle d'imagination. Mais elle manque aussi de merveilleux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants ne s'émerveillent plus devant quoi que ce soit, mis à part devant un écran. Et ce que s'émerveiller devant un écran, c'est une vie. En réalité, aujourd'hui, le sens de la vie est devenu quelque chose parfois qui est très vide. Et pour beaucoup de gens, et vous le voyez probablement autour de vous, c'est vrai que il manque plus que des repères. Il manque carrément, en fait, tout un cadre. Il manque, en fait, une capacité à s'inscrire, on va dire, dans un monde, à s'inscrire dans une démarche. C'est quelque chose, nous, qui
toujours nous étonne, nous stupéfait un petit peu, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Et aujourd'hui, la consommation de masse qui est devenue un petit peu le modèle, où finalement les sorties familiales aujourd'hui se font dans des zones commerciales, dans des centres commerciaux, mais ne se font même plus en forêt, ne se font plus en château, ne se font plus dans des musées, ne se font plus dans des environnements, on va dire, propices à acquérir quelque chose, à acquérir un patrimoine, une culture, à acquérir de vraies choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très paradoxal, qui est très dangereux et qui est très inquiétant, et on le voit bien. Dudley Dursley, il consomme en effet tout ce qu'il veut. Il obtient tout ce qu'il veut, il n'a qu'à le demander, mais est-ce qu'il est heureux pour autant ? La réponse, elle est non. Et une jeunesse, en fait, qui ne rêve pas, qui ne croit pas, c'est une civilisation qui s'effondre, et c'est d'autant plus vrai de nos jours. Mais à cela, J.K. Rowling, d'ailleurs, apporte une solution avec son monde magique. C'est celui de croire, en fait, dans le merveilleux, dans quelque chose qui nous dépasse, dans ce que l'éducation et la culture peut avoir à offrir de mieux, c'est-à-dire un échappatoire. Et à un moment donné, c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, ont besoin d'avoir quelque chose qui leur permette de s'échapper du monde réel, mais qui leur permette aussi de se construire. Et on ne se construit pas, entre guillemets, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat ou sur TikTok. Ça, ce n'est pas de la construction. Ça, c'est de l'abrutissement. Et on le sait très bien qu'aujourd'hui, et certaines études scientifiques tendent à le prouver, que la dépendance aujourd'hui des jeunes aux réseaux sociaux ne fabrique que de l'isolement et ne fabrique en réalité que de la violence. Et donc, par ce petit intermède de notre visite à Liverpool et par ce qu'on avait pu, entre guillemets, remarquer lors de cette visite, on a voulu traiter ce sujet-là parce que c'est vrai que aujourd'hui, concrètement, il y a un véritable sujet sur la jeunesse et sur l'avenir de la jeunesse. Nous, on a été très, très marqués par ces bandes qui ne nous faisaient pas peur. Enfin, on n'était pas dans un sentiment, on va dire, de crainte ou d'insécurité. Mais on devine les mécanismes, en fait, qui sont derrière le fait de laisser des toutes jeunes filles ou des tout jeunes garçons dehors à des heures dans une ville qui est très sympathique, mais dont la sécurité n'est pas non plus... c'est comme toutes les grandes villes aujourd'hui en Europe, on sait très bien ce qui s'y passe. Donc, si vous voulez, nous, on a été vraiment particulièrement marqués et meurtris aussi. Et on préfère utiliser d'ailleurs ce mot de meurtri par ces jeunes qui étaient abandonnés à eux-mêmes. On va dire le terme. Ils étaient totalement abandonnés à eux-mêmes et pour nous, c'était quelque chose d'assez étonnant parce qu'on n'imagine pas un petit garçon de 12 ans, une petite fille de 12 ans être seul dans la rue à des heures pareilles. Enfin, nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée, mais là aussi, voilà, qu'est-ce qu'on offre à ces jeunes ? Qu'est-ce que la société aujourd'hui a à offrir à ces jeunes ? J.K. Rowling posait déjà la question, en fait, il y a 20 ans, et c'est vrai que cette question, elle existe encore plus aujourd'hui, et c'est pour ça que nous, on voulait en parler dans cette vidéo, alors en traitant du sujet de Dudley, qui est en soi un sujet intéressant, mais on voulait vraiment pouvoir se faire une bonne idée un petit peu de tout ça et pouvoir en discuter avec vous. Donc voilà pour cette vidéo, on va s'arrêter ici, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les vidéos ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà pu voir ce genre de phénomène, c'est intéressant de pouvoir en parler, et puis si vous voulez, on pourra vous raconter notre très brève rencontre, nos 2 brèves rencontres avec Helena Bonham Carter, qui était quand même très sympathique, puisque c'est une femme plein de noblesse et plein d'attention, et qui parle d'ailleurs un français absolument délicieux. Et donc voilà, c'était un bon moment passé, mais voilà, ça nous a donné cette petite idée de vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. Donc on vous laisse ici et on se retrouve donc dès samedi pour un let's play d'Hogwarts Legacy, et on se retrouve la semaine d'après, évidemment, avec plein de nouvelles aventures. À très bientôt.